En général, tous les 5 ans, on double la taille de l'entreprise. En 94, je me souviens, on avait 3 millions de revenus. 3 millions de revenus, c'est une année record. C'est notre meilleure année. C'est fantastique. Ben, je dis oui, mais tu vas voir, un jour, on va faire ça en profit. Finalement, on l'a atteint. Louis, tu es le président et une figure clé derrière l'exceptionnelle croissance de Lemay, la plus grande firme privée d'architecture au Canada. Depuis que tu as pris les rênes de l'organisation fondée en 1957, tu as propulsé Lemay vers de nouveaux sommets, atteignant pas moins de 125 millions de revenus pour 2025. Sous ta direction, l'entreprise s'est distinguée par son approche innovante, durable et multidisciplinaire, comptant plusieurs bureaux à travers le pays, également aux États-Unis. Louis, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. C'est toujours agréable pour moi de pouvoir partager avec autrui nos histoires. Mais c'est une excellente histoire. C'est une très belle histoire qui mérite d'être connue. Parlons-en un petit peu. J'ai cru voir, Louis, que Lemay, c'est une organisation qui a énormément d'histoire. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'entreprise, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites au quotidien? L'entreprise a été fondée en 1957 par mon père avec son associé de l'époque, Claude Leclerc, qui était une agence d'architecture qui s'est développée beaucoup, très reliée avec l'évolution du Québec, c'est-à-dire 57 jusqu'à, disons, les années 60-80, c'est la Révolution tranquille. Donc, les changements dans la société, l'ouverture, l'instauration des écoles, les polyvalentes. Donc, le marché que mon père attaquait à l'époque avec son associé était principalement celui d'éducation, celui des écoles. Les écoles primaires, les écoles secondaires, parce qu'à l'époque, c'était le seul marché qui était potentiellement réalisable pour des architectes qu'on appelait Canadiens-Français. Parce que dans les années 60, l'ensemble de toute la production architecturale du centre-ville de Montréal était sous la mainmise des bureaux anglophones et les bureaux de Toronto et New York. Donc, c'était vraiment des écoles et des églises. Et l'église étant en déclin, c'est qu'il restait les écoles. Donc, ça, c'est l'histoire, comment... Mais ça a très bien fonctionné. Il faisait beaucoup d'écoles. Nous, on habitait à La Salle. Donc, c'est tout le développement de l'ouest de l'île. Son associé habitait sur la Rive-Sud. C'est le développement de la Rive-Sud. Donc, ça a fonctionné pendant tout le temps, jusqu'à temps que j'arrive. Puis, c'était quoi un petit peu peut-être la taille de l'organisation avant que tu arrives? À quoi ressemblait l'entreprise? Moi, quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine de collaborateurs qui étaient considérés un important bureau à l'époque pour le Québec. Parce que c'était comme une grosse ferme pour 20 personnes. Là. Donc, c'est la taille, mais c'était vraiment une production montréalaise 100% école. Intéressant. C'est incroyable comment que le marché a évolué. Puis bon, toi, tu rentres dans l'entreprise. Corrige-moi si je me trompe, 84, c'est ça? Tout à fait. Architecteur, collaborateur. Quel est ton rôle spécifique? Quelle étude tu as fait pour entrer dans l'organisation? Ben moi, j'ai fait des cours en génie civil à l'origine, à McGill. Puis, j'ai travaillé 2 ans en génie. J'ai vraiment détesté ça. Puis, je me suis dit, je ne ferais jamais ça pour ma vie. Moi, j'aime mieux... j'étais vraiment du côté plus créatif de concevoir les bâtiments. Donc, je suis allé en architecture. Donc, j'ai terminé... En 84, je me suis joint à l'entreprise. J'ai commencé à travailler les étés. Pendant les étés, je travaillais. Donc, à l'époque, c'était avant les ordinateurs. Donc, les plans étaient dessinés sur papier. Donc, moi, les étés, ce que je faisais les copies. On appelait ça des bleus ou des osalides dans le temps. J'ai passé un été dans le sous-sol à respirer de l'ammoniac. Puis, je classais les papiers dans la voûte. J'ai passé mon premier été dans le sous-sol. Après ça, j'ai évidemment travaillé en architecture comme concepteur, parce que moi, à la base, j'étais un architecte concepteur. Dans ces années-là, il faut comprendre, c'est les années post-olympiques.
Tous les investissements gouvernementaux avaient été dirigés vers les Olympiques, il y avait un immense déficit, c'est qu'il n'y avait plus d'investissement public. Et puis, les taux d'intérêt ont monté à 20 %. Donc, il y avait la plus grande récession que je pense qu'à l'époque, mon père avait connue, moi aussi, mais j'étais plus jeune. Donc, pas d'emploi en architecture, pas de projet, très peu, des années très, très difficiles. Et moi, je trouvais dommage qu'il y ait tout ce talent-là, puis qu'on ne soit pas capable de faire de projet parce qu'on était tributaire des finances gouvernementales. Surtout là, c'était lui, il faisait ça en éducation. Puis je me suis dit, il faut qu'on revoie un peu notre modèle si on veut sortir de la récession. Est-ce que tu as une vision business un peu en ce moment-là? Parce que architecte, je veux dire, tu débutes ta carrière, ton père est bien entendu en charge de l'entreprise. Est-ce qu'on t'intègre un peu dans des discussions? Est-ce que le monde des affaires, ça commence à t'intéresser même à ce moment-là? Moi, oui. J'ai toujours été intéressé par le monde des affaires. D'ailleurs, la majorité de mes amis, mes fréquentations, c'était des gens en affaires plus que des architectes. J'avais mes amis architectes que j'avais connus à l'école, mais mes fréquentations étaient plus des gens d'affaires, des gens de finance. Donc, j'ai été rapidement plongé dans le milieu des affaires, puis de qu'est-ce qu'était une entreprise. Et très rapidement, je me suis dit, on n'est pas un bureau d'architectes qui essaie de gérer ces organisations. On est une entreprise qui fait de l'architecture. Puis ça a changé beaucoup de choses parce que en le voyant comme une entreprise plutôt que comme un studio artistique, ça place les choses différemment. Absolument. Ça ouvre des portes, on peut devenir créatif sur notre modèle d'affaires et sur un paquet de choses. Et concrètement, comment ça se traduit dans vos actions subséquentes? Premièrement, c'est dire comment on peut diversifier. Parce que je me rends compte que la diversification au niveau des types de projets est très importante. Donc, on ne fasse pas juste des écoles. Donc, au niveau gouvernemental, on a commencé à faire de l'hospitalier, puis aussi dans le commercial, au niveau d'aller chercher des clients privés, de faire du privé, pour être capable de balancer un petit peu nos commandes, qu'on ne soit pas tributaire uniquement d'un seul type de client. Donc, d'avoir une diversification au niveau de nos marchés, nos typologies de projets, et aussi au niveau de l'organisation du bureau, de mettre en place une certaine structure de gestion sur le suivi des projets qui n'existaient pas à l'origine. Et on est en quelle année à peu près à ce moment-là? 88, 89. Donc, tu as déjà quand même beaucoup de leadership que tu prends dans l'entreprise, même avant de devenir président, parce que tu deviens président en 98, si je ne me trompe pas. Environ, oui. Oui, en fait, moi, j'ai eu la chance que moi, j'allais voir mon père, puis je lui disais, qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? Alors, j'arrivais avec beaucoup d'initiatives pour essayer d'améliorer, de développer. Puis, il me disait, vas-y. Puis, à l'époque, mon père avait ses associés, puis moi, je m'entendais bien avec, mais c'était pas mes collaborateurs. Donc, j'ai vraiment développé le côté privé un peu en parallèle du marché qui était déjà existant. Puis là, je me suis entouré de nouveaux collaborateurs qui sont encore avec moi aujourd'hui, après 35 ans. Fascinant. Et bon, tu commences ton tour de piste un peu en termes de leadership, fin des années 80, début des années 90. Vous posez des actions. C'est à quel moment que tranquillement, et j'aime toujours poser cette question aux gens qui reprennent essentiellement des entreprises, c'est à quel moment que la discussion commence à s'intégrer en coulisses, peut-être même au souper, peut-être même avec les associés également de ton père à ce moment-là, que tu pourrais être l'élu, le repreneur de l'organisation à terme? Comment ça s'est fait? C'est d'une façon très, très organique. On n'a jamais eu ces discussions-là.
on n'a jamais eu de discussion à savoir si mon père allait laisser, s'il laissait, c'était à qui, puis est-ce que moi, je allais reprendre l'entreprise et quand. Moi, j'ai développé l'entreprise de mon côté, puis dans les années 90, même le côté que je développais, puis les clients que j'avais, c'est plus important que le reste du bureau. Puis à un moment donné, c'est les gens dans le bureau qui ont dit, ben là, tu devrais être le président, là. Ça devrait être toi, là. C'est toi qu'on veut avoir comme président. Puis on veut que ce soit le leader de l'entreprise parce que tu l'es, mais tu n'as pas le titre. Puis tu devrais prendre le titre. Alors là, je disais à mon père, il y a des gens qui aimeraient que je sois plus officialisé comme leader. Oui, il dit, parfait, on fait ça. Okay, ton père semble avoir toujours eu une très grande ouverture d'esprit, puis une ouverture à tes idées, puis... Oui, ça a été... j'ai une relation difficile avec mon père toute mon enfance, principalement parce que j'étais un mauvais élève à l'école, parce que j'étais... Aujourd'hui, on appellerait ça TDAH, mais à l'époque, c'était pas diagnostiqué, puis moi, je dessinais au lieu d'étudier. Alors, j'avais pas des bons résultats scolaires, puis ça, mon père, il aimait pas ça beaucoup. Mais après, lorsque j'ai terminé l'architecture avec des excellents résultats, puis j'ai commencé à travailler, ce que je faisais, j'avais un certain succès, ça fonctionnait, on faisait des beaux projets, on gagnait des prix, on avait des belles commandes. J'ai eu la chance de travailler pour avoir la plus belle commande de ma carrière à l'époque, qui était le Centre Bell, qui était à l'époque le Centre Molson, qui était un projet majeur en pleine récession. Pour moi, puis j'étais un fervent partisan du Canadien en plus. Donc, pour moi, c'était incroyable de pouvoir piloter ce projet-là à 30 ans. Alors, j'avais certains succès qui ont fait que, je pense que ça a facilité la main à mon père. Et dis-moi, il y a un truc qui est intéressant que tu mentionnais juste avant, Louis. Ton père te dit, OK, tes idées, fais-les, tu as des bonnes idées, j'aime ce que j'entends. Et là, toi, tu disais, tu faisais les projets un petit peu de ton côté. Donc, essentiellement, est-ce que tu avais comme un département à toi un peu dans l'organisation ou est-ce que tu leadais, que tu développais? Comment ça se mettait en place? J'avais comme mon équipe. Okay. J'avais une équipe indépendante. On faisait d'autres projets. C'était pas la même équipe que les projets, que l'équipe qui faisait des écoles, disons. C'est complètement une autre équipe indépendante qui a grandi. Puis, là, à un moment donné, moi, j'ai jamais fait d'école. Donc, avec le temps, on a cessé de faire des écoles parce que là, moi, j'avais pas d'expertise là-dedans. Et tu allais chercher tes contrats, tu recrutais ton équipe. Donc, tu étais un peu un intrapreneur avant de devenir l'entrepreneur de l'entreprise. Oui, tout à fait. J'allais chercher... parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui s'appelle Bernard Lamarre. Bernard Lamarre, c'est le fondateur de Lavalin. Ben oui. Puis, pour une raison que je ne peux pas tellement m'expliquer, lui, il aimait l'architecture, puis il avait décidé qu'il me prenait sur son aile. Puis il me conseillait sur plusieurs choses. Puis un jour, il m'avait dit, dis-toi une chose, que la personne la plus importante dans une entreprise, c'est pas celle qui exécute, c'est celle qui génère les revenus. Oui. Mais moi, je n'avais pas pensé à ça à ce moment-là. Là, j'ai dit, OK, là, d'accord. Fait que là, moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment orienté mes efforts sur générer des revenus diversifiés de la croissance. Comment tu t'y prenais pour aller chercher tes clients? Parce que là, tu es encore jeune, tu n'as peut-être pas totalement d'expérience. Là, la première chose, je me suis dit, il faut que je me développe un réseau. Donc, je suis entré dans toutes sortes d'organisations, la Jeune Chambre de commerce, tout ce que je pouvais pour développer un réseau. Et éventuellement, ce réseau-là est devenu le YPO. Là, je ne sais pas si... Ben oui. Ouais. Donc, qui est maintenant mon réseau, pas mal mon réseau actuel. Là, ça fait 20 ans que je suis YPO.
Je suis plus mais je suis YPO Gold qui appelle après 50 ans. Mais donc, c'est de développer le réseau. Puis une fois que le réseau, puis en développant le réseau aussi, moi, j'essayais toujours de savoir de l'avance d'où allaient venir les nouveaux projets. Puis j'allais voir les clients potentiels, puis j'allais leur expliquer pourquoi je pensais qu'on ferait du bon travail s'ils nous engageaient. Puis si j'en faisais 10, ben ça fonctionnait sur quelques-uns sur 10. Là, j'ai bâti là-dessus. Là, c'était vraiment d'essayer de démarcher les projets avant qu'ils soient... avant même que les gens les lancent. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Donc, tu t'es bâti un peu un momentum et tu as été capable de surfer là-dessus. Parle-moi un petit peu de la reprise à ce moment-là. Donc, sans situer les gens au meilleur de tes connaissances, 98, le volume de chiffre d'affaires que vous faites un peu à ce moment-là? En 94, je me souviens, on avait 3 millions de revenus. Donc, entre 3 et 5 millions peut-être en 98. Disons peut-être 5. Peut-être 5 millions de revenus. Et là, toi, quand tu reprends l'entreprise, est-ce que c'est clair que tu vas atteindre 10, 50, ultimement 100? J'ai un associé, puis là, on a l'année qu'on fait 3 millions de revenus. Là, il nous dit, hey, c'est fantastique, 3 millions de revenus, c'est une année record, c'est notre meilleure année. Puis, c'est fantastique. Ben, je dis oui, mais tu vas voir, un jour, on va faire ça en profit. Là, il part à rire, il dit, voilà, c'est impossible. Finalement, le temps vous a donné raison quand même assez rapidement. Finalement, on l'a atteint. Ben oui, surpassé même rapidement. Mais comment ça se met en place? Quel est le plan que tu mets en place? Parce que là, tu as les rênes, tu as les 2 mains sur le volant, tu as les clés de la voiture. Comment qu'on agrandit cette entreprise-là? Ben, moi, il y avait deux lignes d'activité. Première ligne, c'est développer le bon service, le bon produit. C'est donner un service de conception qui donne des solutions créatives à nos clients sur leurs enjeux. Donc, qu'on développe notre force de création. Et le deuxième axe, c'est la diversification. La diversification en termes de marché, donc, que ce soit dans, par exemple, de la santé, de l'éducation, du transport, du commercial, du résidentiel, et la diversification en termes de services. Parce qu'un des objectifs que j'avais, c'est de ramener l'architecture comme maître d'œuvre, donc d'incorporer plusieurs disciplines qui n'étaient plus en architecture pour être capable d'offrir un service intégré. Donc, de développer les services intégrés.
Et par la suite, c'était de développer au niveau géographique, la diversification géographique. Donc, c'était, dans un premier temps, la qualité de la conception, la qualité des services. Dans un deuxième temps, la diversification des disciplines. Puis dans un troisième temps, la diversification géographique. Intéressant. Et comment vous y prenez à ce moment-là? Parce que diversifier les services, souvent, ça se fait de deux manières. Soit qu'on bâtit le service de A à Z, ou soit qu'on peut peut-être aller faire des acquisitions, surtout en service. Ça se voit très souvent. Quelle option vous avez prise ici? On a tout essayé. Moi, j'ai essayé organique. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de la diversification en gestion de projet, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai dit, faut que je reste dans le service. Donc, ça a commencé en design intérieur. On a fait notre première acquisition début 90, je me souviens plus exactement. Ah non, début 2000, 2002, je crois, qui était notre première acquisition, parce qu'on n'avait pas fait d'acquisition encore. C'était une firme en design d'intérieur. La chose, c'est que là, on disait, là, on va intégrer le design intérieur et l'architecture. On va avoir une offre complète sur ça. C'est que ça, c'était notre première diversification en termes de services. Après ça, comment ça s'est déroulé? Vous l'avez bien intégré? Oui, ça a bien été. Avec des SRR, là, quand il n'y avait pas de manuel d'emploi qui venait avec ça. Là. Alors, beaucoup de SRR, mais plus de succès que d'erreurs, je dirais. Alors, puis une fois qu'on a intégré tout ça, on a grandi, l'entreprise a une bonne croissance là, dans les années, jusqu'à des années 2000, 2010, 2015, on a eu une belle croissance au Québec. On a ouvert un bureau à Québec. On était dans plusieurs marchés. On était diversifié au Québec dans plusieurs marchés avec l'architecture et le design intérieur. Puis là, est arrivé en 2015 cette firme qui avait des problèmes financiers, mais puis qui avait un très beau portefeuille de services, qui avait l'architecture du paysage, le design urbain, l'urbanisme, très complémentaire à ce qu'on fait. C'est qu'on a travaillé avec eux pour acquérir leur portefeuille de services au Québec et à l'époque en Chine. Donc ça, c'était notre plus grosse transaction parce que à l'époque, cette firme-là dont on faisait l'acquisition était plus importante que nous en termes de revenus et de personnes, mais moins profitable. Mais on a fait l'acquisition en disant, on va être capable on pense qu'on connaît un petit peu la recette, comment gérer une entreprise de service. Puis, avec leur portefeuille, on devrait être capable de faire quelque chose. Donc, on a intégré la firme. Puis ça, c'est vraiment la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le LEME, qui est une firme transdisciplinaire. On a 8 disciplines qu'on a rajoutées d'autres par la suite, soit de façon organique, soit par acquisition, puis qui nous permet de travailler sur des projets avec différents talents, différentes expertises pour trouver une solution, pas uniquement, même si c'est un projet d'architecture, pour arriver avec des solutions uniques aux enjeux. Puis, est-ce qu'il est là un petit peu le défi? C'est de se dire à un certain point, on a des clients qui viennent nous voir pour un service spécifique, mais là, par la suite, ils en veulent un deuxième, ils en veulent un troisième, ils en veulent un quatrième. Ça devient juste inévitable d'augmenter et d'élargir plutôt notre gamme de services si on veut rester compétitif et si on ne veut pas voir le client peut-être aller voir ailleurs. Est-ce qu'il est là le raisonnement de se dire on a besoin de plus de services? Il y avait un raisonnement, c'est d'avoir une approche transdisciplinaire, puis je vais expliquer transdisciplinaire versus multidisciplinaire. Multidisciplinaire, c'est d'avoir beaucoup de disciplines, mais en silo. Tandis que transdisciplinaire, c'est d'avoir plusieurs disciplines, mais qui travaillent ensemble dans le même projet. Alors, nous, c'est transdisciplinaire. C'est que c'est plus de travail.
Donc, une chose, c'est qu'en travaillant de façon transdisciplinaire, ça nous permettait d'avoir un meilleur produit pour nos clients. Par exemple, d'intégrer le design, l'architecture du paysage à l'architecture, c'est que déjà, c'était mieux. Et deuxièmement, ça nous donnait une unité d'affaires qui générait ses propres revenus, donc qui permettait la croissance de l'entreprise aussi. Donc, on avait soit le transdisciplinaire ou soit d'une façon indépendante des projets de chacune de ces disciplines-là qui a participé à la croissance de la firme. Et globalement, ces disciplines, ces départements-là, quand tu fais une acquisition, est-ce que tu gardais l'équipe en place? Est-ce que tu nommais un leader? Comment le modus operandi se met en place sur l'intégration d'une nouvelle ligne de service chez Lemay? En général, puis chaque cas est différent. Une entreprise de service, c'est du talent. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de machinerie. Donc, ce qu'on achète, c'est des gens. Donc, si on n'est pas capable de garder les gens motivés avec nous, ben, ça devient un mauvais investissement. Donc, il faut que les gens restent. Les gens clés, les personnes clés doivent rester, celles qui vont aider à faire la croissance. Maintenant, lorsqu'on fait une acquisition, il y a habituellement des personnes qui ne se retrouvent plus là-dedans, sont pas à l'aise dans le nouveau modèle, soit que c'est plus exigeant, soit que c'est différent, et ces personnes-là vont quitter, qui vont être remplacées. Mais l'important, c'est que les personnes clés, celles-là, qu'on les conserve, qu'ils soient motivés de rester avec nous. Donc, on entoure des gens clés. On garde la structure en place et bien entendu, par la suite, on intègre tout ça de manière transdisciplinaire. Parle-nous maintenant de l'expansion géographique. Est-ce que c'est encore la même structure, c'est-à-dire on essaye de manière organique, si ça ne marche pas, finalement, il va en acquisition ou avec les apprentissages du passé, on s'est dit, OK, rapidement, on prend une approche distincte parce que là, on sait un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire. À partir du moment où on a commencé à sortir du Québec, puis l'objectif de sortir du Québec, c'est autant. Au début, je me disais, au Québec, les Québécois ou à l'époque, les Canadiens français, on devrait faire plus que juste des écoles, des églises. Là, on avait des projets au centre-ville, on avait quand même pris la place, là. Donc, on avait réglé cet enjeu-là. Là, je dis, mais on a du talent, là, on devrait être capable de l'exporter ailleurs au Canada, ailleurs au monde, puis on devrait faire ça. On est talentueux au Québec, on est créatif, puis on va voir comment on va l'exporter. Alors là-dedans, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, puis des trucs. On a ouvert un bureau aux États-Unis dans les années 2000, puis le bureau avait une très belle croissance, mais est arrivée la crise financière de 2008. On a perdu 100% de nos clients en 2 semaines, au mois de novembre. Ça se passait. Puis là, j'ai pris une des décisions les plus difficiles de ma carrière, juste avant Noël, c'est de fermer le bureau américain. Là, on est obligé, malheureusement, de mettre à pied tous les employés, mais on n'avait plus de clients, on n'avait plus de revenus. Et donc, on a fermé ça. On l'avait bâti sur une base organique. Puis après, selon les marchés, on disait, est-ce qu'on y va sur une base organique ou acquisition? D'une façon générale, lorsqu'il y a un certain risque, on préfère d'y aller sur une base organique parce que c'est plus lent, la croissance est plus lente, mais ça nous permet de mieux comprendre le marché. Puis une fois qu'on comprend le marché, là, on peut procéder à une acquisition. Mais si on fait une acquisition dans un marché qu'on ne connaît pas du tout, c'est plus risqué. Parce qu'on ne connaît pas donc, l'investissement est plus à risque. D'une façon générale, au niveau international, dans les pays où on travaille aujourd'hui, les pays qu'on considère plus risqués, on a établi nos bureaux sur une façon organique, puis ceux qu'on croit moins risqués, c'était sur une base d'acquisition. Ça fait énormément de sens. Et je serais quand même curieux de t'entendre ici. C'est combien d'acquisitions à ce jour vous avez fait? On devrait être rendu à une dizaine environ. Quand même. Puis c'est impressionnant. Est-ce que c'est...
Ouais. en avoir peut-être encore 2 ou 3 d'ici 1 an ou 2. Là. Donc, ça fait partie maintenant de la structure de croissance. Ah, tout à fait, parce que une entreprise qui n'a pas de croissance, c'est une entreprise qui est en déclin, c'est une entreprise qui va mourir. Donc l'entreprise doit croître. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous, au Québec, on était devenu un gros poisson dans notre bocal. Donc, on a préféré prendre le poisson puis le mettre dans un grand bocal pour avoir plus de place. Puis de là, d'avoir un potentiel de croissance. Donc, la croissance, c'est comme un objectif constant de viser la croissance. Mais c'est pas la croissance juste pour la croissance. Comme il y a des années qu'on n'en a pas. Tu sais, les années post-COVID, on n'a pas eu de croissance là, pendant 2 ans parce que le marché n'était pas là. La situation économique ne permettait pas d'avoir une croissance. Mais d'une façon générale, on essaie toujours disons, si on le regarde sur un horizon nous, on le regarde sur des tranches de 5 ans. En général, à tous les 5 ans, on double la taille de l'entreprise. Oui, pas 20 par année, mais disons 100 sur 5 ans. Ouais. Parce qu'il y a des années, comme là, cette année, c'est plus difficile parce que là, avec notre voisin du Sud, puis les déficits gouvernementaux, c'est plus difficile, mais on va trouver des solutions. Moi, mon rôle, depuis longtemps, je l'ai identifié comme étant facilitateur de l'excellence. Donc, moi, c'est d'aider les gens à devenir meilleurs autour de moi. Puis, mon objectif de carrière, puis je le compte, puis les gens le savent, c'est de devenir inutile. Mais pour devenir inutile, c'est beaucoup de travail pour devenir inutile. Alors, aujourd'hui, mon rôle, je ne suis presque plus dans les opérations. Je veux me dégager de l'opération. Je travaille beaucoup plus sur la stratégie de développement de l'entreprise, la culture d'entreprise, la transition de la firme avec la nouvelle génération pour assurer la pérennité pour les prochaines années. Donc, c'est ce qui m'anime. Donc, ça m'appelle à voyager beaucoup parce que je fais le développement des marchés internationaux, puis les acquisitions potentielles. Je fais le tour aussi de tous nos bureaux, donc je suis souvent à l'extérieur. Puis, donc, je pourrais pas vraiment m'occuper des opérations de toute façon. Et aussi, on veut donner du leadership puis de permettre à la nouvelle génération de leaders de se développer, de prendre en charge leurs unités d'affaires, puis de pouvoir eux-mêmes de participer au développement de la firme. Fait que mon rôle, c'est de les supporter dans ça. Ça fait énormément de sens. Identifier les leaders puis les supporter. C'est quoi la suite, toi, de ton côté? Comment tu vois la suite de l'organisation de la croissance? Ouais. Je crois que on va encore doubler d'ici 5 ans, tout étant selon les conditions économiques. Mais mettons, on met ça à côté, là. On devrait doubler encore. Moi, là-dedans, mon rôle, c'est que je veux faire une transition pour laisser le plus possible le leadership à d'autres personnes. Et c'est pas juste une question d'âge, c'est une question d'idées. Moi, ça fait 40 ans que j'ai mes idées, puis je veux laisser de la place à des nouvelles idées parce que une entreprise doit se renouveler au niveau des idées. Puis, moi, j'ai j'ai façonné mes idées, puis je viens un petit peu... je suis très ouvert, je suis très, très, très curieux, mais je suis quand même prévisible. Là, puis, les gens autour de moi, ils me connaissent, savent comment je pense. Puis, je crois que pour les prochaines années, il faut vraiment
laisser l'air frais entrer dans l'entreprise, puis aller trouver des gens qui peuvent générer des nouvelles idées puis un nouveau leadership. Et pour ça, il faut leur faire de la place. Hein. Et pour faire de la place, il faut dégager un peu parce que des fois, quand on reste, il n'y a pas assez de place. Les gens ont peur de l'apprendre. Écoute, Louis, c'est totalement fascinant. Si des gens veulent en apprendre un petit peu plus sur Lemay ou sur toi aussi, ou qu'on peut te rejoindre le plus facilement possible? Le plus facilement, j'imagine, c'est par courriel. Votre site web, j'imagine. Il y a le site web, oui, on a le site web qu'on a de la difficulté à mettre à jour parce que c'est toujours en train de changer. Puis il est toujours un petit peu en retard, notre site. Et comme là, on vient juste de signaler, on a un nouveau partenariat au Brésil. Là. On a signé l'entente la semaine dernière. Puis là, on va pouvoir tout exporter notre talent. Puis au Brésil, on a déjà des projets super intéressants. Mais notre site n'est pas à jour, il n'en parle pas encore. T'sais. Mais oui, on a une avant-première. On a une avant-première dans ce cas-là. Notre site évidemment. Je mettrai des informations dans les notes de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais au Louis qui commence dans les années 2000? Ce serait quoi les apprentissages que tu lui dirais de faire? Puis quand je dis les années 2000, quand tu as commencé à présider vraiment l'organisation, fin des années 90. Une des clés pour développer en affaires, c'est d'avoir beaucoup de curiosité, d'avoir une soif d'apprendre, de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, d'être curieux sur tout. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre, puis d'être curieux, d'apprendre la business avec le YPO, d'apprendre d'aller faire j'allais faire des stages de branding avec Nike, j'allais faire un mini MBA à London Business School. J'ai fait beaucoup de formations à l'extérieur de mon champ d'activité, de mon industrie, parce que j'étais curieux, je voulais apprendre. Ça permet d'alimenter la réflexion, puis d'arriver avec des idées qui sont différentes de celles qui sont véhiculées dans notre quotidien tous les jours. Tu sais, nous, là, quand on a fait la diversification, on était les premiers à faire ça. Là. Ça n'existait pas. Mm-hmm. D'avoir un bureau d'architecte, c'est un bureau d'architecte. Là. Il n'y avait rien d'autre. On était les premiers à sortir du Québec. On était les premiers à sortir du Canada. Mais beaucoup de choses, on est les premiers à le faire. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle. Le modèle, on le prend dans d'autres industries, on le prend ailleurs. Donc, d'être très, très curieux. La deuxième chose, selon moi, qui est aussi important, c'est la persévérance. Parce que c'est un marathon, une entreprise. C'est pas un sprint. On peut faire le marathon à la vitesse qu'on veut, mais c'est un marathon. Puis, c'est long, puis on souffre. Puis, il y a des enjeux, il y a des défis. Il ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer. Il faut toujours continuer. Il faut se relever parce qu'il y a des échecs. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais il faut apprendre de nos échecs, se relever. C'est que la persévérance, je pense que c'est quelque chose, c'est une qualité qu'on doit avoir. Du moins, on doit développer ça, puis pas se laisser abattre. Ben, c'est très sage, Louis. Je te remercie pour cette belle histoire. Félicitations pour tout ce que tu as été capable d'accomplir avec toi et ton équipe chez Lemay. On mettra, comme je l'ai mentionné plus tôt, des liens dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur votre entreprise. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.